Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un défi journalier très intense. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'informations fiables. On se retrouve souvent déconcerté, isolé, face aux signaux d'alerte et aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Découvrez d'attachantes histoires de famille, d'aidants et de professionnels pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Je m'appelle Anne et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers tendre de Sweet Papy Podcast. Pour bien débuter l'année, je participe en janvier, dans chacun de mes épisodes, à un super challenge de podcast international. À chaque jour, un thème imposé par l'Académie du podcast. J'ai choisi de vous préparer quelques pépites inhabituelles tout au long du mois et donc de sortir plus d'épisodes que d'habitude. Restez bien à l'écoute car j'indique le thème qui m'a guidée pendant l'épisode. Bonne écoute! Si vous faites partie de ces millions de baby boomers qui prennent soin de leurs parents, vous devez vous rendre compte que cette tâche n'est pas toujours simple et peut s'avérer accablante dans certaines situations. Dans cet épisode, j'ai invité Christelle Evita, aidante de sa maman atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2 ans et auteure d'un livre intitulé « Devenir le parent de son parent, ou presque ». Nous allons vous lire ensemble un extrait court de son livre et vous faire partager nos doutes, nos émotions dans une situation bien concrète. Ce soutien moral que nous avons entre nous est fondamental, car il ne faut surtout pas tenter de faire cavalier seul au risque de se brûler les ailes et de pénaliser sa propre santé. Voici donc un premier court dialogue de Christelle avec sa maman. Je suis morte de rire. Ma mère me fait rire. Mais on n'a pas payé la 2e nuit. Il faut que tu la paies. Mais maman, tu es à l'hôpital. Ah bon ? Mais je croyais qu'on était aux Antilles. Moi, ce que j'ai adoré dans ce passage, c'est juste cette mémoire originelle de là où ils ont vécu. D'un seul coup, c'est super clair. Moi, mon Sweet Papy, c'est clair. Quand il parle de ses 20 ans, t'as l'impression qu'il a 20 ans. Et toi ? C'est exactement la même chose. T'es là dans la 2020-2021, là t'es dans ta réalité, tu penses qu'elle est partagée. Et en fait, d'un mot, tu comprends, en tout cas que moi, ma mère, elle est là, mais elle est ailleurs. Et elle est toujours aux Antilles. Et donc, cet extrait le montre. Quand je vais la voir et que je repars, elle me dit « Tu passes par quel chemin ?» Alors, je vais lui dire, je vais prendre le métro. Et elle me dit « Ah d'accord, tu n'oublies pas, tu prends le bus qui passe par Ravine-Vilaine. » Et je comprends qu'en fait, elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est aux Antilles. Elle parle de son enfance, de lieux qu'elle a fréquentés, d'endroits par lesquels elle passait pour aller aller à la ville, pour aller à l'école, ou sa famille. C'est toute cette réminiscence qui, pour nous, est passée, mais qui, pour eux, en fait, est leur présent. Et c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est bizarre. Pour moi, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'être au présent avec elle. Et en fait, on est dans un présent qui est... En fait, je suis pas dans son présent. Enfin, je suis dans son présent et en même temps, j'y suis pas. Et en même temps, j'y suis. Et... Mais ce que j'aime bien dans l'extrait, c'est qu'elle te fait rire. C'est quand même, ça vient d'elle, en fait. Oui, le rire, ça, c'est pas toi qui essaye de la faire rire. C'est elle qui, par ses expressions et sa façon d'être, elle te fait rire. Heureusement qu'ils arrivent encore à nous faire rire. C'est vrai. Moi, je suis plutôt en mode facilement dans le deep, à pas avoir le moral. Et c'est vrai que néanmoins, chaque fois que je vais la voir, même quand elle peut être très très mal, il va toujours avoir des moments où elle va réussir à me faire rire. Et ça, c'est vrai que c'est un cadeau que je sous-estime sans doute, mais c'est vrai que des fois, elle me fait mourir de rire. Et des fois, c'est intentionnel de sa part. Hein. C'est ça qui est fou. Des fois, c'est intentionnel, elle voit que je suis pas bien. Et donc, elle va trouver un truc. Et des fois, c'est pas intentionnel. Et ça me fait rire aussi.
Ouais, mais et déjà avant, elle était drôle? Elle a toujours été drôle. Toujours, toujours, toujours. Alors un caractère vraiment, un truc waouh, mais toujours drôle. Et puis nous, on se moquait beaucoup d'elle. Et donc, et puis donc elle aussi, elle se moquait de nous, mais très gentiment. Enfin, toujours plein de petites piques, mais amusantes. Donc, toujours essayer de s'envoyer des petites vannes, de la répartie. Et ça, elle l'a gardé. Donc, c'est toujours là, oui. Ouais, ça veut dire qu'il y a toujours des choses, moi c'est ce qui m'interpelle, il y a toujours des choses de leur caractère d'avant qui à un moment ou un autre reste ou revient. Tu vois, par exemple, donc moi il a été testé positif, donc il est enfermé dans la chambre. Hein. Quand j'ai appelé l'infirmière, elle m'a dit ah mais il va bien, il est en train de ranger son armoire. Et ça, j'ai rigolé. Parce que c'est lui, c'est Sweet Puppy. Il fallait que toujours tout soit bien rangé, bien cadré, bien... Voilà, il n'y avait rien qui dépassait dans les armoires. Et les infirmières, elles rigolent en me disant « Mais ça, c'est lui !» Et les soignantes me le disent, elle a noué des relations, alors avec les autres soignantes, puisqu'elle c'est une ancienne infirmière, donc il y a un truc où elle connaît tout, quoi. Elle connaît tout. Et les soignantes, donc infirmières et aides-soignantes, je parle beaucoup au féminin parce que c'est beaucoup de femmes, elles font des blagues avec ma mère. Et donc, je me rends compte que, comme tu dis, son caractère, ces femmes ont compris son caractère et donc, elle retrouve cet humour avec ses soignantes, quoi. Et moi, ça me fascine. Bon, alors après, je suis un peu jalouse, mais c'est bien. Je me dis, parce que du coup, elles font des blagues avec elle et ma mère répond. Et puis, elles n'ont pas le même attachement. Donc, même si ma mère, elle répond complètement à côté de la blague, eh bien, c'est pas grave. Elles en prennent pas ouvrage. Mais t'as raison, le caractère, il est encore là. Ça m'amuse que tu sois jalouse. Ça veut dire que elle est dans son univers et puis t'es plus dans son univers. Et moi, c'est ça qui me. Des fois, je me dis, mais je l'ai laissé tout seul. Mais non, il est parti dans un autre chez lui. Il est chez lui là-bas. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est que ils ont refait un entre guillemets un chez soi là-bas. Oui. La dernière fois, elle me dit, oh tiens. Je t'invite dans ma chambre. Plutôt genre c'est son palais. Elle me dit tiens, ma chambre. Elle a été à l'hôpital pendant 6 mois. Raconte-moi les interventions du médecin urgentiste et de l'infirmière de nuit, par exemple. Alors, elle chute chez elle. Donc, c'est ma sœur qui allait la voir tous les soirs, qui la retrouve au sol et inconsciente, donc qui appelle les urgences, qui viennent donc la chercher. Et elle est donc transférée aux urgences. Et aux urgences, elle est contrôlée, etc., mise sous perfusion. Et quand enfin on arrive à pouvoir la voir, bon, elle est complètement dans le gaz, et on va voir le médecin urgentiste qui, déjà au moins 5 heures et s'était écoulé, hein. Et le médecin urgentiste nous répond, lui-même, on voyait qu'il était étonné, quoi. Et la première chose qu'il nous dit, il nous dit non mais votre mère, elle s'est déperfusée toute seule, hein. Et on voit que lui-même, il y croit pas, quoi. Il voit bien qu'en fait, c'est une personne âgée, mais surtout délirante, qui a des gros troubles. Et donc, il me dit, elle s'est déperfusée toute seule. Et il fait, mais en même temps, lui-même, il voit bien qu'elle ne peut pas rentrer chez elle et qu'elle va pas bien, quoi. C'était fou parce que dans un moment où elle a chuté, elle était inconsciente, elle se réveille aux urgences et son premier réflexe, c'est son réflexe de métier qu'elle a adoré, ça a été de se déperfuser. Et on sentait que le médecin urgentiste, il était dépassé, quoi. Et à un moment, ma sœur a eu peur parce qu'elle m'a dit non mais attends, est-ce qu'il est en train de nous dire que comme elle s'est déperfusée, elle va pouvoir rentrer à la maison? Mais maman, elle peut plus, c'est plus possible, quoi. Donc ça a été le premier échange avec ce médecin. Et puis
après, donc elle était aux urgences et après, elle est montée dans les services et notamment en soins de suite. Et là, elle y est restée un certain temps parce que les médecins ont cherché les médicaments qui la stabilisaient le mieux parce qu'elle avait beaucoup de troubles. Et dans ce cadre-là, nous, on rencontrait, je parlais moi régulièrement avec les infirmières, les aides-soignantes. Et un jour, il y a une infirmière qui m'a dit ah votre mère, ouais, elle vient nous aider pour distribuer les médicaments, quoi. Et encore une fois, je me suis dit non mais, enfin voilà, c'était aussi comme si elle se raccrochait à ce qui pour elle a été son vécu et ce qui la tenait, quoi. Donc son métier. Donc en gros, effectivement, une fois, je suis venue un peu plus tôt. C'était l'heure de distribuer les médicaments et ma mère, elle se mettait à côté de l'infirmière, du chariot. Et genre, elle commençait à donner les médicaments et l'infirmière qui disait ah non mais écoutez non je vais lui donner le petit comprimé, par contre vous pouvez donner le verre d'eau. Et donc ma mère qui accompagnait qui allait voir les autres en disant non mais il faut prendre le médicament, ce qui est très drôle puisqu'elle-même elle ne prenait pas bien ses médicaments. Donc voilà, et elle est restée 6 mois en soins de suite. Qui là, en gros, je sais pas, ça faisait combien de temps, peut-être 3 semaines. Ils avaient eu le temps de faire des scans, des je sais pas quoi. Et là, elle nous a dit, non, votre maman, ses troubles, ils sont trop importants. Elle a trop de grosses lésions. C'est fini, c'est sa vie. Sa vie à la maison chez elle toute seule, c'est plus possible. Après des intenses moments d'espoir ou de déni, on parle comme on veut. Cette médecin, elle a arrêté les illusions, quoi. Elle a dit non, votre mère, elle peut plus, c'est plus possible. Et je me souviens, elle a même dit si jamais vous voulez la faire rentrer chez elle, nous on s'y opposera. Alors on va juste écrire qu'on s'y oppose. Après, vous pourrez bien évidemment la faire rentrer, mais nous on écrira qu'on était contre ce retour à domicile parce qu'elle se mettait en danger. Pour les mettre en EHPAD, tu peux pas décider comme ça de les envoyer en EHPAD. Il faut avoir un avis médical, il faut constituer un dossier, il faut chercher de la place. Et puis là, tu démarres encore une autre chose, une autre galère dont on parlera prochainement, très prochainement. Mais voilà, c'est la recherche de l'EHPAD, etc. Les soignants que je rencontrais au fur et à mesure, ceux qui venaient par exemple en remplacement ou en vacation, on sentait bien qu'ils comprenaient pas pourquoi notre mère, elle était là. Et ceux, par contre, qui étaient des soignants du service de manière durable, eux, ils avaient le temps de la voir évoluer et ils voyaient les moments où elle était très bien et les moments où ça débloquait à bloc, quoi. Et effectivement, cette aide-soignante, je me souviens, quand elle m'a parlé, on sentait bien son trouble. Et quand elle dit oui, les vigiles ne l'arrêteraient pas si elle sortait, elle a vu juste. Parce que notre mère est sortie de l'EHPAD, pas de l'EHPAD, elle est sortie de l'hôpital. Et effectivement, elle a réussi à sortir, elle n'a pas été arrêtée. Finalement, elle a été retrouvée, je ne sais pas comment, mais bon. Parce qu'ils nous ont appelé une fois, ils disaient « Alors, votre mère est partie, mais on l'a retrouvée, tout va bien. » Mais l'enfer, quoi. L'enfer. Les petites phrases qui t'assassinent. Non, mais tout va bien, hein. Elle est sortie, oui, non, elle est partie quelques jours, mais il n'y a pas de problème, on l'a retrouvée. Oui, c'est ça. Vous l'aurez compris, s'occuper d'un parent âgé ou malade demande une énergie et une disponibilité de chaque instant. En plus de la contrainte affective qui peut vous peser, vous ne pourrez pas tout assumer seul, tant physiquement que moralement, et cela peut conduire à un mal-être général. Il est indispensable de déléguer, de rassembler vos proches, vos amis, pour qu'ils participent et de vous octroyer du temps de repos, d'écoute, d'amitié. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec Christelle. Dans le prochain épisode, nous aborderons une autre thématique avec Christelle à travers un extrait de son livre autour du jeu. Et surtout, nous parlerons plus en détail de son parcours d'aidante. Retrouvez toutes les coordonnées de Christelle dans la description de l'épisode. Son livre est vraiment passionnant, n'hésitez pas à la contacter. Et à partir du mois de février, on se retrouve tous les vendredis. À bientôt! Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook
ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.